Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler de quel mindset adopter pour s'assurer un revenu à la retraite, donc un bon revenu. Et puis pour parler du sujet, nous avons avec nous Jean-Philippe Dion. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Ça va super bien, Paul. Merci pour l'invitation à nouveau. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors, j'ai envie de te poser la question, what's up? Quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Pas mal de choses, en fait, du mouvement sur les marchés. Côté professionnel, ça va super bien aussi. Donc, développement de la clientèle. Et sinon, un peu plus personnel, je reviens de voyage et j'ai vu ma première game de football il y a de cela 2 semaines et première game de baseball, la Major League Baseball aussi. Fait qu'on s'est fait un beau week-end de sport avec ma conjointe. OK. Oh, super, super. Donc là, tu es en mode automne. Exactement. L'automne commence, retour en force et c'est ça. On continue le bon travail. Super, super. Donc, tu as profité de la belle météo aussi. Donc, ça, c'est excellent. Il faut profiter de l'extérieur, hein? C'est notre santé. Lorsqu'on sort, ne serait-ce qu'aller prendre une marche, ne serait-ce qu'aller voir un événement sportif, ça nous fait bouger, ça nous fait faire une certaine activité. Donc, oui, OK, c'est super. Ça me rejoint, ça. Alors ici, Jean-Philippe, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de la retraite. Et puis, oui, encore une fois, je parle à Jean-Philippe, donc on va parler d'argent. Et puis, c'est souvent un sujet tabou, parler d'argent. Aujourd'hui, on va en parler au niveau de la retraite. Donc, comment bien préparer sa retraite. Et puis, on va même parler, une fois à la retraite, si on doit s'en faire, comme exemple, avec les marchés boursiers, etc. Donc, selon toi, Jean-Philippe, tu sais très bien que c'est de plus en plus difficile pour les gens de mettre de l'argent de côté. Et puis, en tout cas, ça semble être plus difficile pour les gens. Il y a des façons de le faire. Et selon toi, quel est le plus grand obstacle que les gens, pour les gens qui désirent épargner, là, où est-ce qu'ils ont le plus gros bloc devant eux, là? En fait, pour bien répondre à la question, Paul, faut regarder chaque personne parce que chaque personne fonctionne différemment par rapport à l'investissement, par rapport à leur retraite, leur perception aussi de la retraite, parce qu'il y a des gens tout simplement qui ne veulent pas la prendre, leur retraite, Oui, ils veulent travailler pendant toute leur vie. c'est vrai. Prenons le commun des mortels qui se dit, par exemple, je veux arrêter de travailler à 65 ans. Le plus gros obstacle qu'on va voir, c'est un peu ce que tu viens de me dire tout à l'heure. Tu as dit, on perçoit que les gens ont plus de difficultés à mettre de l'argent de côté. C'est souvent un problème un peu de mentalité, de voir comment on approche l'investissement et l'épargne pour la retraite. Donc, généralement, une retraite, ça ne se planifie pas 2 ans d'avance. Si on veut prendre notre retraite pendant une trentaine d'années, on devrait mettre au moins une trentaine d'années à la préparer. Donc, c'est vraiment une histoire de mentalité. Si je peux, un des plus gros obstacles, là, par exemple, là, ça va être que les gens ne vont pas mettre assez d'argent de côté ou vont penser d'en mettre de l'argent de côté, mais ils n'auront pas vraiment d'objectif clair à savoir est-ce qu'on doit en mettre plus, est-ce qu'on doit en mettre moins. Là. Donc, en général, là, c'est un peu ça, c'est le mindset, la mentalité sur le fait que les gens se disent que c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, mais la meilleure manière de faire, c'est vraiment simplement de commencer, d'en mettre un petit peu de côté, puis d'y aller de manière hebdomadaire le plus possible. Ultimement, c'est d'essayer d'avoir l'approche de épargner et Oui. dépenser ce qui restera, et non pas l'inverse qui est on dépense, on a des dépenses quotidiennes, on a une auto, on a une maison, on va au restaurant, par exemple, on a des sorties. Et je vais épargner, s'il me reste 50 par semaine, j'épargnerai 50 par semaine. C'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut plutôt fonctionner à l'inverse. On épargne et on dépensera ce qui reste. Donc, on va ajuster notre budget en fonction de nos objectifs d'épargne qui, eux, sont liés à nos objectifs de retraite, que ce soit de revenus ou en même temps, si on la prend dans 2 ans, notre retraite, il faut probablement mettre plus d'efforts que si on la prend dans 42 ans. Un petit exemple que je donne. OK, super, super. Donc, ici, tu m'amènes plusieurs questions à te poser. Lorsque je t'écoute comme ça ici, il faut vraiment voir la retraite comme un projet. Donc, c'est vraiment un projet qu'on met en branle et puis qu'on commence à agir maintenant sur ce projet-là. Donc, ce n'est pas seulement que de dire, OK, mon projet, c'est de vivre, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, d'amasser, de profiter de la vie, puis on verra ce qui reste pour notre retraite. Exactement. Je l'entends souvent, ça, la retraite, c'est encore loin. Et peu importe l'âge, que j'aille des clients dans la trentaine qui disent que leur retraite, c'est dans 35 ans,
ou des clients qui ont 50 ans et qui se disent ma retraite, c'est encore dans 15 ans, j'ai encore beaucoup de temps. Mais la réalité, là, c'est que c'est un projet de vie, en fait, là, d'arrêter de travailler à un moment donné, à moins que justement on n'ait pas cette vision-là du tout. Et c'est quelque chose que plus on s'y prend d'avance, plus ça va être facile d'accomplir notre objectif et plus en même temps on va être habitué à avoir cet objectif-là en tête. Donc, si finalement on décide de la prendre 5 ans plus tôt, on ne sera pas impacté par ça. Ça va être plutôt une décision d'indépendance financière. Donc, à la place de viser la retraite, on va plutôt viser l'indépendance financière, le moment auquel on se dit, demain matin, si j'en ai assez de travailler, je peux arrêter parce que j'ai accumulé assez par moi-même. Je me suis assez créé une grosse mise pour pouvoir vivre pendant les 30 prochaines années, par exemple, jusqu'à 95 ans, qui est pas mal l'exemple standard qu'on va prendre. Oui. OK. Ici, vois-tu, moi, je suis l'exemple de la personne qui ne veut pas arrêter de travailler. Dans ce sens que je suis conférencier, je suis consultant, je peux faire ça longtemps. Hein. Et puis, mais à quelque part, mettre de l'argent de côté, c'est important pour rendre ces prochaines années-là plus agréables, plus confortables, avoir le style de vie qu'on ne s'est peut-être pas permis pendant toutes les années où on a élevé la famille, pendant toutes les années où on a mis notre carrière en place, de pouvoir se permettre du bon temps. Et puis, le au cas où arrivait peu importe quoi qui fait en sorte qu'on se doit d'arrêter de travailler, on aura prévu l'imprévisible. Et puis, ça, c'est au fil des ans que ça se prépare. Hein. Exactement, parce que aussi, quand on atteint un certain âge, par exemple, on devient invalide, le gouvernement ne nous donne pas plus d'argent, passé 65 ans généralement, en cas d'invalidité, qui est l'exemple un peu que tu viens de me donner. Et effectivement, là, qu'on veuille arrêter à 100%, qu'on veuille juste diminuer ou même qu'on continue à travailler à temps plein, généralement, mettre de l'argent de côté pour des imprévus, puis même pour avoir un train de vie qui est plus élevé que ce qu'on avait dans le passé, c'est très, très bien. Ce que j'entends aussi des fois, c'est des gens qui me mentionnent que, considérant qu'ils ont un fonds de pension, ils n'ont pas besoin de mettre d'argent de côté, donc ils ont moins l'intérêt. La réalité de ce côté-là, c'est que ça va dépendre premièrement de chaque personne. Chaque personne fonctionne différemment. Mais si on commence encore là en se disant, regarde, on regarde ça sur une période d'une quarantaine d'années quand on est jeune ou sur une trentaine d'années, en se disant, on commence à épargner tout de suite, au moins on pourra prendre la décision quand on aura 55, 65 ans de se dire, regarde, finalement, j'en ai mis un peu beaucoup plus que j'aurais eu besoin de côté, donc je suis en mesure de dépenser davantage, ce qui n'est pas un problème non plus de ce côté-là. Puis si finalement on a un imprévu, puis il faut arrêter de travailler un peu plus tôt que nos plans l'avaient élaboré, on a un moins gros fonds de pension, c'est correct, on a une mise qu'on a accumulée par nous-mêmes pour venir combler le tout là, de ce côté-là. Oui. OK, super. Et puis, mettons-nous, on se place dans les chaussures d'une personne qui désire épargner. C'est quoi la principale erreur d'un épargnant? Donc, au moment de préparer sa retraite financière, disons une personne qui a 40 ans comme exemple, c'est quoi sa principale erreur que toi, tu vois? Je viens de m'en parler d'une, là, par exemple, en lien avec le fonds de pension, de dire que j'ai un fonds de pension, ça règle tous les problèmes. Ça, premièrement, je viens d'en parler un petit peu. L'autre point, des fois, que j'entends, c'est de fixer un montant pour la retraite. Par exemple, ce que j'entends beaucoup, c'est ça prend 1 million de dollars pour prendre sa retraite, 1 million de dollars par personne. Bon, la réalité, c'est que ça dépend d'énormément de facteurs. On a quelqu'un de 40 ans, comme l'exemple que tu viens de me donner, ça ne sera pas le même million que quelqu'un qui a déjà 60 ans et qui a déjà accumulé son million, par exemple. Oui. Donc, simplement en lien avec l'inflation, le coût de vie qui augmente dans le temps. Donc, le même million ne vaudra pas la même chose demain matin qu'il n'en vaut aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une question de budget, de savoir vers où on s'en va. Donc, vraiment avoir un plan. OK? Donc, on en a parlé un peu, Paul, tantôt. C'est un objectif long terme, la retraite ou l'indépendance financière. Oui. Mais il faut savoir un peu vers où on s'en va. Parce que c'est pas vrai que tout le monde dépense exactement la même chose. Puis c'est pas vrai que tout le monde doit se préparer pour la retraite exactement de la même manière parce qu'il n'y a pas tout le monde qui la voit de la même manière non plus, la retraite. OK? Donc, est-ce qu'on veut juste le minimum ou on en veut plus pour se payer des folies? Donc, la réalité, c'est qu'il faut vraiment avoir un plan de match, regarder nos objectifs, puis surtout les mettre à jour assez fréquemment. Là. Donc, pas se dire, regarde, mon objectif quand j'avais 35 ans, c'était de prendre ma retraite à 65, puis on ne regarde pas ça pendant 30 ans, puis on ne réalise pas qu'on a complètement dérogé de notre objectif, que ce soit pour le bien ou pour le mal. T'sais, des fois, on a réussi à accumuler plus d'argent qu'on en aurait vraiment besoin. Donc, au moins, on a la flexibilité de se dire, hey, j'ai 58 ans, j'arrête de travailler. T'sais. À l'inverse, si on n'en a pas mis assez parce qu'on n'a pas remis nos objectifs à jour,
bien là, on se retrouve peut-être avec un autre problème, qu'on est rendu à 66 ans, il faut continuer à travailler. Puis là, on n'a plus le choix. Il y a des gens qui aiment ça, là, continuer à travailler, ce n'est pas un problème. Là. Mais là, on n'a plus le choix de continuer à travailler parce qu'on n'a pas accumulé assez d'argent là, de ce côté-là. OK, donc se donner le choix. Ça, ici, c'est un point important, dans ce sens que on peut prévoir, comme exemple, arrêter à 65 ans lorsqu'on a 25, et puis qu'à 55, on a les sous pour pouvoir arrêter de travailler. Et en fait, on a le choix de dire j'arrête ou je continue à temps partiel ou je fais un changement de carrière. Donc, ici, épargner, ça donne des choix. Ça donne une certaine liberté de choix en cours de route. C'est exactement ça, Paul, et tu l'as mentionné tout à l'heure. Parfois, on entend, mais regarde, je vais vivre mon quotidien, là, puis je vais en profiter le plus possible, par exemple, en ce moment. Mais en même temps, épargner, c'est aussi en profiter le plus possible en ce moment et demain matin, parce que pendant toute notre vie, on va avoir des choix. Tu sais, si on a accumulé de l'argent à 35 ans, puis qu'on dit, regarde, je veux arrêter de travailler pendant 2 ans, bien, si on n'a jamais accumulé d'argent, on ne pourra pas avoir ce choix-là. Oui. Versus si on a réussi à accumuler pendant les 10, 15 premières années de notre carrière, bien, même à 35 ans, on pourrait dire, bien, regarde, je prends une année sabbatique par moi-même et je pars à l'aventure ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est vraiment de se donner le choix. Et se donner le choix, c'est de prendre un peu d'avance et de se dire, bien, regarde, je vais prendre un certain pourcentage de mon revenu et je vais le mettre de côté pour avoir le choix plus tard. OK, donc c'est la formule La Cigale, là. Ah, Exactement. on est en plein dedans, là. Si on va parler le langage que tout le monde comprend, là. OK, la fourmi et la cigale. Et puis, pourrais-tu nous parler de quelques défis pour les personnes qui attendent à 50, 55 ans avant d'épargner? Parce que ça arrive, là. Il y a des gens qui remettent à plus tard et puis, pour raison X ou certains défis qu'ils ont pu avoir, attendent à 50 ans comme exemple, là. Ben, c'est ça. Peu importe les situations dans lesquelles ces gens-là sont, qui les amènent à seulement commencer à 50 ans à épargner, ben, le premier point, le point le plus important, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Quand on épargne, l'objectif, c'est de faire du rendement, puis c'est de faire le rendement qui est positif, qui est assez élevé, pour que notre argent travaille pour nous. OK? C'est ça l'objectif derrière ça. Mais le principe de l'intérêt composé, c'est que faire 5 par année, c'est bien beau. Sauf que si on fait 5 par année pendant 40 ans, ce n'est pas du tout le même montant que si on fait 5 par année pendant 10 ans, par exemple de 55 à 65. Donc, le premier facteur déterminant qui va jouer contre eux, ben, c'est simplement l'intérêt composé qui vont l'avoir pendant pas mal moins longtemps, leur argent investi sur les marchés. Je te donne un petit exemple, juste chiffré pour les gens qui aiment les chiffres un peu. Là. Quelqu'un qui épargnerait de 22 ans à 35 ans, OK, donc, excuse-moi, à 36 ans, donc pendant 15 ans, aurait exactement la même somme de côté à 5 de rendement, s'il met 3 000 par année, que quelqu'un qui épargne de 31 ans à 65 ans. Donc, on a 15 ans d'un côté versus on a 35 ans de l'autre côté aux mêmes mises de fonds annuelles. Donc, dans les deux cas, ils mettent 3 000 par année. Dans les deux cas, ils font 5 par année. C'est juste que la personne qui a commencé plus tôt, il va avoir mis un total de 45 000 de côté et l'autre personne va avoir mis un total de 105 000 de côté pour atteindre exactement le même objectif à 65 ans. Là. Donc, c'est là l'impact de l'intérêt composé. Un autre point qu'on voit qui va jouer contre les personnes, justement, qui commencent à épargner à 50, 55 ans, ben, c'est qu'ils ont moins longtemps devant eux. Donc, généralement, ils vont prendre un niveau de risque qui est moins élevé aussi. Okay? Donc, quand on fait de l'investissement, on peut toujours choisir un niveau de risque qui s'exprime généralement en pourcentage d'actions dans le portefeuille. Donc, ils sont beaucoup plus conservateurs. Là. Exactement. Sans rentrer trop dans le détail, plus on approche de la retraite, bien, plus on va vouloir diminuer le risque de nos investissements. Okay? Encore là, je n'embarque pas trop dans le détail de ça. Là. J'ai une opinion aussi là-dessus, là, mais on en parlera peut-être un peu tantôt. Mais par rapport au quelqu'un qui a 55 ans, bien, il a plus de chances d'être, par exemple, modéré, d'être équilibré dans son portefeuille versus quelqu'un qui commence à 35 ans ou à 30 ans ou à 25 ans ou à 22 ans. Bien, lui, il peut se dire, bien, regarde, je vais être dynamique, je vais y aller en croissance et je vais avoir le temps de me refaire si jamais il arrive un soubresaut économique là, ou quoi que ce soit de ce côté-là. Là. OK, OK. Là, ici, ben, tu as bien compris ma question, que je ne suggérais pas aux gens d'attendre à 50, 55 ans. C'est vraiment la personne qui est dans l'obligation, peu importe, la personne a vraiment mis ça de côté ou a eu certains défis, mais la vraie solution, c'est de commencer tôt. Hein. Et puis,
C'est ça. Puis advenant le cas où on est pris à 55 ans, ben c'est bon, on regroupe les efforts, puis justement, on se prend quelqu'un qui va pouvoir nous aider, nous Oui. coacher aussi à épargner beaucoup plus, parce que là, on a beaucoup moins de temps, là. Donc, c'est bien planifié, avoir des très bons objectifs. Il y a des stratégies fiscales encore là qui vont vous permettre de prendre l'avance un peu sur le retard que vous avez pris pendant une vingtaine d'années. Mais c'est sûr que c'est de jouer beaucoup plus avec le feu, là, en bon français, de Oui. commencer à épargner à 50 ans en se disant, ben, je veux arrêter dans 10-15 ans. C'est ça. Donc, il faut être sage. Premièrement, aller chercher de l'aide. Exactement, exactement. Surtout là, quand on commence à des moments comme ça, c'est plus vraiment le temps de se dire, ben, regarde, je vais tout faire par moi-même. Là c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Pas juste de l'aide pour l'investissement, mais aussi de l'aide de coaching. Je l'ai mentionné, tu es un coach aussi. Ben moi, je suis un peu un coach Oui. financier. J'encourage les gens à mettre de l'argent de côté selon leur objectif. Donc, allez vous chercher un coach, là, allez vous chercher un planificateur financier qui va pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. OK, oui, super. On va revenir là-dessus au niveau des coachs. Selon aussi que l'âge que la personne peut avoir. Ça m'amène à une autre question ici, c'est avoir des biens immobiliers, Jean-Philippe, là, comme une maison. Ça demeure principal. Là. Est-ce que c'est une bonne méthode pour préparer sa retraite financière? Parce qu'aujourd'hui, bon, la maison peut le valoir, là, le 600 000 ou 1 million de dollars. Euh, la personne qui possède ça, comme exemple, à 50 ans, 55 ans, la personne se dit à 65 ans, je l'aurai le million amplement. Euh, comment tu vois Bon, ça? premièrement, chaque personne encore là fonctionne différemment de ce côté-là. Si on a déjà un plan très établi, par exemple, on vit en ville et au moment de la retraite, on vend ça et on Oui. s'en va à un endroit qui coûte beaucoup moins cher, par exemple à l'extérieur, un peu plus loin en région, par exemple, ben là, c'est correct, on peut le prendre en compte dans ce cas-là. OK? Mais dans la majorité des cas, on va vouloir sortir la maison d'un plan financier parce qu'on veut encore là, je reviens à ce qu'on discutait tout à l'heure, se donner le choix. Se donner le choix de dire, ben regarde, je ne la vends pas ma maison, puis je reste dedans jusqu'à Oui. 91, 92, 95, peu importe l'âge. Versus si notre plan de retraite, c'est uniquement notre maison, comme dans l'exemple que tu viens de nous mentionner, Oui. ben là, on n'a aucun choix, en fait. Il va falloir vendre la maison, il va falloir liquider la maison à un moment donné, prendre la somme accumulée là-dedans, s'en aller en appartement. Puis là, après ça, ben, c'est de jouer avec l'appartement ou on diminue pour de quoi d'un peu plus petit. Donc là, on vient de se créer une mise de fonds à ce moment-là. Mais après ça, ben, quand cette mise de fonds-là diminue, il va falloir revendre à nouveau pour se retourner vers un appartement à ce moment-là en location pour être capable de subvenir à nos besoins. Donc, c'est s'enlever tous les choix, en fait, de miser uniquement sur l'immobilier, sur notre bien immobilier en termes de maison. Oui. Donc, c'est pour ça que, puis en plus de ce point-là, ben, l'aspect investissement devient intéressant parce qu'il y a des véhicules fiscaux qui existent comme le REER, comme le CELI, comme les comptes non enregistrés dans des entreprises ou même personnels qui ont des certains avantages fiscaux d'investir en investissement, en placement, par exemple, Oui. plutôt que d'investir uniquement dans sa maison personnelle. Oui, OK, parfait. Donc, c'est important de tenir compte de ça. C'est pas comme, exemple, avoir de l'immobilier dans ce sens, je ne sais pas si on peut dire une collection d'automobiles, comme exemple. Ça entre là-dedans, on peut la vendre en tout temps et puis ça ne change pas trop notre style de vie. Tandis que sa propre maison, alors à ce moment-là, il faut être prêt à déménager pour avoir accès à l'argent. Ou encore, une question quiz ici. Jean-Philippe, hypothèque inversée. Tu dis quoi de Euh, Ben, ça, l'hypothèque inversée, c'est assez cyclique là, dans la popularité de ce type d'hypothèque-là. Oui, oui, Bon, ça peut être intéressant, c'est certain, ça donne de la flexibilité. C'est sûr que les taux d'une hypothèque inversée vont être généralement un peu plus élevés qu'une hypothèque standard. Il y a moyen aussi d'aller chercher, par exemple, des marges hypothécaires avant de prendre sa retraite lorsqu'on est encore capable de se financer, oui. marge hypothécaire qu'on laisse à zéro et que si on a besoin d'argent avant de vendre la maison, avant d'avoir aussi une hypothèque inversée, au moins on aura accès à une marge hypothécaire qui aura un taux un peu plus avantageux là, Mhm. historiquement et généralement qu'une hypothèque inversée. Bon, ça peut être intéressant, là, mais encore là, on n'aurait plus le choix dans ce cas-là. Fait que ça serait de se donner une option grâce à une hypothèque inversée, mais c'est de repousser le problème quand même. OK. Puis en bout de ligne, ben, il y a un taux d'intérêt associé à ça qu'on devra payer quand même. Là, donc, Écoute, Jean-Philippe, un matin, j'aime tes réponses. C'est super, c'est pile dedans. Pile dedans dans ce que moi je crois, et puis tu vulgarises bien en passant, là. Ça permet à tout le monde de bien comprendre. Et puis, euh, si on va, bon, tu as parlé de la bourse tout à l'heure,
Si on parle comme exemple l'impact des soubresauts de la bourse pour les gens à la retraite ou tout près de la retraite, la personne qui a 62, 63 ans, puis que la bourse se met à faire des folies, euh, peux-tu nous rassurer? Ben oui, je peux sans problème. En fait, la personne, par exemple, qui a 62, 63 ans, qui vit un soubresaut en ce moment économique comme on l'a actuellement là, aussi là, sur les marchés, ben, s'il épargne depuis qu'il a 30 ans, depuis qu'il a 25 ans, comme on le mentionne depuis le départ, Oui. il est habitué. Donc, il n'aura même pas besoin d'être rassuré, cette personne-là, parce qu'il sait qu'historiquement, on a justement une petite récession aux 7 à 8 ans, si on regarde ça depuis une centaine d'années, par exemple. Et historiquement, quand ça diminue, ben, ça réaugmente par la suite. Il faut faire très Oui. attention, par exemple, il faut respecter son niveau de risque. Il Oui. faut être aussi bien diversifié parce que dire que ça réaugmente, ben, c'est considérant qu'on est diversifié sur différents secteurs d'activité, sur différents marchés géographiques aussi. Donc, c'est pas juste on est dans une action parce que quand on investit uniquement dans une action, Mhm. il pourrait faire faillite. Ouais. OK? Donc, c'est OK. vraiment d'avoir notre argent dans plusieurs types d'investissements différents, plusieurs géographies, plusieurs secteurs d'activité, donc pas juste en technologie non plus. Considérant tout ça, si quelqu'un a un portefeuille diversifié et qui a, par exemple, une récession, ben, ça va remonter par la suite. Et l'autre point qui est important en lien avec ça, c'est que la personne qui a 62 ans, qui approche de la retraite, qui a une diminution des marchés actuellement, ben, il y en a encore pour une trentaine d'années devant lui Oui. avant, par exemple, la fin de sa retraite, son décès, par exemple. OK? Oui. Donc, il va en vivre d'autres parce qu'on parle d'environ 8 ans. Là, donc, il va en vivre encore plusieurs. Donc, encore là, ben, c'est de s'être bien préparé côté niveau de risque. À 62 ans, ben, si on a un portefeuille qui est très serré par rapport à nos objectifs, ben, peut-être devoir à diminuer un petit peu son niveau de risque. Mais encore là, c'est de ne pas non plus sortir sur les lignes de côté et devenir Mhm. trop prudent. On en avait parlé lors du dernier podcast aussi. Oui. Euh, quand on arrive à la retraite, on en a pour 30 ans, ça vaut la peine d'avoir un bon niveau de risque encore à ce moment-là pour aller chercher des bons rendements parce qu'à, par exemple, 5 de rendement, le million va durer pas mal plus longtemps que si on est à 1 de rendement parce qu'on s'est mis sur les lignes de côté, par exemple. OK. Donc, toujours garder la vision à long terme. Arrive des soubresauts, c'est comme si on se dit, ma vie n'arrête pas maintenant, là. Donc, les soubresauts, je les prends, je ne dépense pas plus, je ne fais pas de folie. La stratégie inclut le fait que les marchés boursiers peuvent bouger. Exactement. Et aussi, quand on a quelqu'un qui nous aide avec notre planification, ou même si on n'en a pas, ben, une chose qui peut être importante, ben, c'est de venir sécuriser ses besoins court terme. Donc, si par exemple, on a besoin d'une dizaine de mille par année pour notre retraite ou une cinquantaine de mille, peu importe le montant, Oui. ben, c'est de se dire, ben, ce montant-là, il devrait toujours au moins avoir ce montant-là de sécurisé, que ce soit dans son compte, son emplacement plus sécuritaire ou que ça soit simplement dans son compte courant, ben, c'est d'avoir sécurisé ça pour pas qu'à un moment donné, on arrive à la retraite et qu'on ait 100% action, on est très dynamique sur tous nos actifs et que là, on a besoin de, par exemple, 35 000 puis qu'on arrive dans une diminution de marché, ça Oui. fait beaucoup plus mal. Parce qu'en réalité, tant qu'on n'a pas retiré notre argent, on n'a pas vraiment perdu notre argent. Effectivement. Versus quand on vient le retirer, ben là, on cristallise nos pertes là, si on retire au plus bas. Là. OK. Alors ici, j'aimerais que tu nous donnes des exemples, Jean-Philippe. Je vais t'en demander une couple, certains, là. Euh, Comme exemple, quel est le meilleur conseil que tu donnes à une personne de 30 ans présentement qui veut commencer à épargner? As-tu des montants à quelle fréquence, combien, selon le style de vie de la personne? Parfait. Ben, en fait, comme tu l'as bien mentionné, ça va dépendre du style de vie. La Oui. première chose, c'est d'avoir la mentalité épargner et dépenser ce qui reste. OK? Mhm. Oui. Bon, je comprends qu'une jeune famille qui vient de s'acheter une maison, ben, ça peut être des fois plus difficile à épargner, mais si on s'est habitué avant ce moment-là à épargner, bon, on devrait être en mesure de continuer avec ce plan de match-là. En termes de chiffres, comme tu le mentionnais tout à l'heure, quelqu'un qui a 30 ans ou en fait, peu importe l'âge, ben, c'est de viser à peu près 20 du revenu brut en épargne, retraite. OK? Donc, c'est OK. pas on épargne en vue de s'acheter une maison dans 6 mois, c'est Mhm. vraiment on épargne en vue de la retraite 20 du revenu brut. Euh, Grosso modo, là, si on fait ça pendant 35 ans, ben, c'est ce qui va nous sécuriser une retraite d'à peu près 70 de son salaire. Là, il y a plein de choses qui peuvent arriver, le niveau de risque, le soubresaut économique et tout ça. Mais si on vise le 20 minimum de Mhm. son brut, j'ai bien dit minimum, Oui. ben, on ne devrait avoir aucun problème à ce moment-là. Si on est capable d'en mettre plus,
ben, c'est le bon moment d'en mettre plus parce que ça se peut que dans 5 ans, il y ait des choses qui arrivent puis que ça soit plus difficile à ce moment-là d'en mettre encore 20 puis que là, on se ramasse plus à du 15 mais c'est tout le temps de travailler avec notre revenu brut. Et oui, il faut mettre de l'argent de côté si on va avoir une retraite. On parlait tout à l'heure de fonds de pension. Ben, ces gens-là n'ont pas le choix. Les gens qui ont un fonds de pension à prestation déterminée, par exemple, du gouvernement, ils n'ont pas le choix d'épargner. Ils n'ont pas l'option de dire, ben non, moi, j'arrête d'épargner. On ne peut pas faire ça. Il faut se donner un peu les mêmes objectifs de manière personnelle. Quand on prépare notre retraite à 100 par nous-mêmes, il faut se fixer des objectifs clairs, assez élevés, et d'y aller de manière hebdomadaire. Tu te demandais tout à l'heure, d'y aller de manière hebdomadaire, si vous aimez mieux aux 2 semaines, mais ne mettez pas ça au mois ou aux 2 mois. Pourquoi? Parce que si on met ça aux 2 mois, ça va être un montant qui est beaucoup plus important. Ça va être beaucoup plus difficile de l'augmenter que si on met ça par semaine. Oui. Par semaine, on augmente de 25 $ par semaine. C'est pas tant que ça, mais c'est 2500 $ de plus par année. Oui. Donc, des fois, de le mettre en plus petite période, ça vous permet plus facilement de venir augmenter vos montants par la suite. Oui. Et puis, lorsqu'on attend, tu parles au mois ou 2 mois, la tentation peut être forte d'aller piger dedans pour un petit voyage. Ça fait 3 semaines qu'il fait moins 30 ici au Québec. Donc, on peut être tenté de partir et puis d'utiliser cet argent-là et croire qu'on va se reprendre par la suite. Ben, en fait, Paul, je parle d'expérience personnelle. Fait que c'est surtout ça. Non, mais pour de vrai, c'est ça, c'est de le mettre par semaine. Ben, regarde, on ne voit pas l'argent s'accumuler. Vivre avec moins d'argent aussi dans son compte courant, ben, c'est sûr que c'est une bonne technique aussi. Là, des comptes courants à des dizaines de milliers de dollars. Ça dépend tout le temps de notre style de vie, c'est certain, mais ce n'est pas toujours nécessaire là, de garder trop d'argent dans son compte courant. Là. OK, parfait. Donc, tu nous as parlé ici d'un 20 Ça, c'est comme exemple une personne d'une trentaine d'années, une personne à 50 ans, que là, la personne se réveille. Là. OK, c'est là. Ou encore que la personne n'a jamais cru qu'elle pouvait, elle percevait qu'elle ne pouvait pas épargner. Et puis, maintenant, changement de carrière et puis les revenus, ça va beaucoup mieux. Et là, la personne décide qu'elle croit qu'elle peut maintenant épargner. Quelle fréquence? Combien? Comment tu vois ça? Bien, encore là, dans ce type de cas-là, je pense que d'avoir un bon plan concret par rapport à quand est-ce qu'on arrête va être déterminant pour savoir exactement combien on doit épargner si on veut atteindre notre objectif exactement. Oui. OK? Fait que c'est de partir plutôt de cette prémisse-là qui va donner généralement un pourcentage qui va être beaucoup plus élevé que 20 qui peut même faire frissonner parce que c'est des montants qui deviennent très élevés. Mais grâce, par exemple, au REER, on utilise le retour d'impôt pour réinvestir l'année suivante dans nos REER à nouveau. Il y a des stratégies qui existent aussi là, pour venir maximiser nos épargnes pendant une dizaine d'années pour faire du rattrapage REER aussi, par exemple, qu'on entend des fois quand on a des gros droits REER inutilisés. Donc, le 20 oui, vient augmente, c'est certain. Puis encore là, ça va dépendre de plein de facteurs. Donc, c'est d'avoir un plan concret, savoir vers où on s'en va avec nos chiffres pour être capable de dire, ben non, c'est pas 20 c'est 28 ou finalement, ben 20 ça va être bien correct aussi pour vous parce que vous avez accumulé, par exemple, 10 ans d'ancienneté avec un fonds de pension. Donc, tu sais, c'est ça aussi qui arrive. C'est pas fonds de pension ou pas fonds de pension. C'est aussi, il y en a qui ont travaillé pendant 10 ans sa fonction publique, ils ont accumulé de l'argent dans un fonds de pension, ils ont quitté, ils reviennent peut-être plus tard. Donc là, c'est toute cette amalgame de sommes-là qu'on a accumulées. On s'en va où avec tout ça? Ça peut être des fois difficile d'y voir clair. Là. Donc, c'est vraiment d'avoir un plan concret et surtout des outils qui nous permettent de faire ces projections-là. Là. Oui. OK. Ce que j'aime ici, là, ce que j'entends de toi, Jean-Philippe, c'est qu'on ne se lance pas là-dedans tout seul avec une bouée de sauvetage et puis s'attendre à ce que notre stratégie personnelle qu'on a lue sur Internet va fonctionner. C'est vraiment d'aller chercher de l'aide et puis une personne qui pourra nous conseiller sur mesure. Et c'est ça ici qui est important. Quel âge vous avez? De combien vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez d'accumulé? Quelle stratégie vous avez déjà employée? Vous êtes rendu où avec ça? Et puis, pas par où commencer, mais par où continuer. Exactement, Paul, puis tous les points que tu viens de mentionner, c'est exactement ça, les points de base qu'il faut analyser. Parce que, par exemple, il existe des stratégies qu'on peut mettre en place que, bon, si on fait juste mettre de l'argent de côté, on ne pensera pas nécessairement à tout ça. Mais dépendamment de ces revenus qu'on a aussi, on a mentionné tantôt, augmentation des revenus à l'approche de la retraite, c'est souvent ce qu'on va voir. Oui. Bien, c'est des opportunités supplémentaires de venir chercher des crédits supplémentaires, de venir avoir des retours d'impôts qui sont encore plus importants. Donc, c'est exactement toute cette amalgame de choses-là qui
qui est important de regarder avec un professionnel, avec un planificateur financier, par exemple, là, par rapport à la retraite. Là. Super. Super, Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe, avant de se laisser, tu as toujours un webinaire, toi, qui est à venir. Effectivement, Paul, justement, en lien avec la retraite, donc comment bien se préparer, les stratégies qui existent aussi pour bien se préparer en vue de la retraite. Donc, je fais un webinaire normalement tous les 2 mois. Donc, le prochain devrait venir d'ici quelques semaines. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir. On va parler de fonds de pension, on va parler de retraite en lien avec le gouvernement, de décaissement de la retraite et d'investissement aussi à la retraite. Oui, puis ce que j'aime avec toi, j'ai déjà participé à un de tes webinaires, assisté en fait, et puis c'est ta vulgarisation. Donc, la personne qui arrive avec aucune connaissance, lorsqu'on dit parfois c'est comme une langue étrangère, là, entendre parler de retraite, eh bien, toi, tu nous vulgarises ça, tu nous parles ça dans notre langue pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, avec les coordonnées de Jean-Philippe, vous pourrez facilement retracer son prochain webinaire. Un mot de la fin? Ben, en fait, on en a parlé un petit peu là, lors de la rencontre, là, mais les points importants, c'est de savoir un peu vers où on s'en va, avoir un plan clair. Si on n'a pas de plan clair, parce que, par exemple, pour vous, la retraite, c'est encore très, très loin, c'est au moins de se dire on va commencer avec un pourcentage d'épargne qu'on va mettre de côté. On parlait du 20 tout à l'heure et on va voir comment ça évolue dans le temps. Mais c'est le point le plus important, c'est de commencer avec le mindset d'épargner et de dépenser ce qui reste et non pas l'inverse qui est de dépenser et épargner ce qui restera. OK? OK, parfait. Donc, pour rejoindre Jean-Philippe, ses coordonnées accompagnent ce podcast. Et puis, c'est un plaisir de t'accueillir, Jean-Philippe. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle bientôt. Merci beaucoup, Paul. À la prochaine. Super, à bientôt. Donc, nous étions avec Jean-Philippe Dion et nous avons parlé, entre autres, c'est notre façon de percevoir la retraite. Donc, si c'est difficile ou non d'épargner, donc ici, avec une bonne stratégie, c'est ce qui nous permet de bien le faire, avec de l'aide aussi. Et puis, de voir la retraite comme un objectif à long terme. Donc, c'est un projet. La retraite, c'est un projet. Ce n'est pas seulement que de mettre des sous de côté puis se sentir privé par la suite, mais c'est un des projets sur lesquels vous allez travailler dans votre vie. Et puis, l'intérêt composé, c'est la magie. Tout est là, tout est à l'intérieur de ça. Donc, l'intérêt composé, et ça, c'est avec le temps qu'on va le chercher. Et ce que j'ai aimé ici, c'est d'épargner et dépenser ce qui reste. Dans ce sens que vous ne regardez pas votre revenu brut et de dire, je peux m'offrir quoi comme maison, je peux m'offrir quoi comme automobile, je peux m'offrir quoi comme voyage, comme activité, et puis il me reste combien pour épargner. Ce point ici qu'on doit penser, c'est on regarde notre revenu brut et on dit, j'en place 20 de côté et par la suite, on regarde qu'est-ce que je peux m'offrir comme maison, qu'est-ce que je peux m'offrir comme automobile et comme voyage, etc. Alors ici, un des objectifs, c'est d'accumuler suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un style de vie qui va ressembler à 70 de notre salaire. Parce que, pourquoi 70 Vous ne vivrez pas nécessairement à un niveau de vie beaucoup plus bas parce que vous n'aurez plus besoin de placer votre 20 Donc, déjà 80 et puis vous allez payer moins d'impôts aussi. Vous aurez certains avantages. Donc, 70 vous allez garder sensiblement le même style de vie. Alors, c'était un plaisir de préparer pour vous ce podcast en compagnie de Jean-Philippe Dion. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Et on se reparle bientôt. Et surtout, d'ici là, jusqu'où irez-vous? Ciao!